Imaginez la scène. La verdure à perte de vue, le chant des petits oiseaux. Nous sommes dans la France des campagnes à la fin du 19e siècle. Les routes ne sont que chemins de terre. Les villages vivent isolés, coupés du monde. Un jeune berger part garder son troupeau au petit matin. Il fait beau, il aime le grand air, la nature. Mais le soir, il ne rentre pas. Et ce qu'on retrouve le lendemain, je ne peux même pas vous le décrire en détail. La gorge tranchée, le corps mutilé avec une sauvagerie qui défie l'entendement. On a tous déjà entendu parler de Jack l'Éventreur, pas vrai? Mais ici, chez nous, en France, un homme a fait bien pire que ça. Comment on peut faire pire? C'est pas possible. Eh bien si. Et pendant 3 ans. Personne. Vous m'entendez? Personne n'a réussi à l'arrêter. Alors installez-vous confortablement. Prenez un verre. Ce soir, je vous emmène sur les traces du plus grand tueur en série que la France ait connu avant Landru. Joseph Vacher. « 1894. Les campagnes françaises vivent au rythme des saisons. À l'époque, il n'y a pas d'écran, pas d'embouteillage. La vie est non pas facile, mais simple. C'est un monde où l'on se méfie de l'étranger, du vagabond, du cheminot qui passe de ferme en ferme. Et c'est précisément là, dans ce monde-là, que l'horreur va s'installer. Le 20 mai 1894, à Beaurepaire, dans l'Isère, une jeune ouvrière agricole de 21 ans, Eugénie Delhomme, est retrouvée morte sur un chemin isolé. Étranglée, égorgée, éventrée. Vous vous dites, bon, ok, c'est un drame isolé, c'est horrible, elle a dû se disputer avec quelqu'un de son entourage, un crime passionnel peut-être. Et c'est exactement ce que pense la police. Sauf que, quelques mois plus tard, en novembre, dans le Var cette fois-ci, à des centaines de kilomètres de là, une fillette de 13 ans seulement subit exactement le même sort. Et puis en 1895, ça s'accélère. Une jeune fille de 17 ans près de Dijon. Puis une femme de 65 ans en Savoie, la veuve Morand. Ensuite, un jeune berger de 16 ans dans l'Ain, horriblement mutilé lui aussi au milieu des champs. À chaque fois, le mode opératoire est le même. Toujours le même. Le tueur bondit de sa cachette, saisit la victime à la gorge pour l'empêcher de crier, lui tranche la carotide d'un coup net, puis se livre à des mutilations atroces et au même sur les jeunes garçons, où il s'acharnait même systématiquement sur leurs parties génitales avec son couteau, allant jusqu'à les émasculer. Et tout ça, ça commence à se savoir. Tout le monde en parle. Tout le monde a peur. Les rumeurs, vous le savez, déjà à l'époque, ça se répand très très vite. Et la panique envahit 10 départements, du sud-ouest jusqu'à la côte d'Or. On ne laisse plus les enfants sortir seuls dans les chambres, on s'enferme à double tour, mais le tueur, lui, il continue sa route. Silencieux, insaisissable. Alors qui est cet homme? Pour le comprendre, il faut remonter le temps. Cet homme, c'est Joseph Vacher. Il naît en novembre 1869 à Beaufort, dans l'Isère, au sein d'une famille de cultivateurs aisés et très pieux. 15e de 16 enfants. Rien que ça. Et dès ses premiers mois de vie, un drame le touche. Et pas un petit drame. Son frère
jumeau meurt dans son berceau juste à côté de lui, étouffé par une grosse miche de pain. Qui, quoi, comment, pourquoi on a posé une miche de pain sur ce bébé, le mystère reste entier. Toujours est-il, il est mort. Joseph Vacher va grandir sans son jumeau et, dès son plus jeune âge, croyez-moi, il dénote. Ses voisins le décrivent comme sournois et méchant. Et à 8 ans, deuxième coup du sort, il est léché ou mordu. Les archives ne sont pas toutes d'accord sur ce point. Par un petit chien soupçonné d'avoir de la rage. Et ça va totalement et tout simplement terroriser ses parents qui vont lui faire boire tout un tas de remèdes de charlatans qui, selon lui, Joseph, l'aurait hébété et aurait vicié son sang. Il est persuadé que ça l'a empoisonné. Retenez bien cette histoire de chien parce qu'on va la retrouver un petit peu plus tard. Vers 18 ans, il entre chez les frères maristes pour devenir religieux. Mais ça va pas durer très longtemps. Il est rapidement renvoyé de chez eux pour indiscipline et excentricité, voire pour des actes d'immoralité sur ses camarades. Bref, ça commence plutôt mal. Après ça, Joseph Vacher contracte une maladie vénérienne, une orchite blénorragique. Et malgré un premier traitement qu'il a reçu à Grenoble, il fait une rechute qui l'oblige à rentrer à l'hôpital à Lyon. Et là, il va subir une intervention chirurgicale extrêmement douloureuse, l'ablation partielle d'un testicule. Et ça, ce n'était absolument pas prévu au programme. Joseph, on l'a pas prévenu avant qu'il parte au bloc que c'est ce qu'on allait lui faire. Je vous laisse imaginer le choc pour lui. C'est une opération profondément traumatisante, vécue comme une véritable castration. Ce qui a certainement influencé Vacher pour ses futurs actes de torture, ses actes de barbarie sur les parties intimes de ses futures victimes. Ensuite, il part à l'armée en 1890, au 60e de ligne à Besançon. Et là, contre toute attente, il devient sergent. Mais sous l'uniforme, l'homme est instable. Une force musculaire effrayante, un caractère tyrannique et une fâcheuse manie à la persécution. Et c'est là que tout bascule vraiment. Vacher va s'en prendre à une jeune fille, Louise Baran. Il est fou amoureux et il veut l'épouser. Mais elle le connaît. Elle voit ses accès de fureur, ses accès de colère. Ça lui fait peur et on la comprend. Donc, elle refuse cette demande en mariage. Et le 25 juin 1893, Vacher est devenu totalement fou, ne supportant pas ce rejet, ce refus. Il l'attend devant chez elle et lui tire 4 coups de revolver. 4 coups de revolver sur elle. Et elle s'en sortira de justesse. Suite à ça, il retourne l'arme contre lui et là, bam, ou plutôt, bam bam, il se tire 2 balles dans la tête, là, juste derrière l'oreille droite. Et là, deuxième miracle de la journée, il survit lui aussi. Incroyable mais vrai, il n'en sort pas indemne pour autant. Vous vous doutez bien, 2 balles dans la tête, ça fait des dégâts. Sachant que l'une des 2 balles reste coincée dans son crâne, ça va lui causer une paralysie faciale et une surdité complète du côté droit. Suite à tout ça, on l'enferme à l'asile de Dole d'abord, puis à l'asile de Saint-Robert. Et vous savez quoi? Le 1er avril 1894, et là c'est pas une blague, on n'est pas sur un poisson d'avril, les médecins le déclarent guéri d'une aliénation mentale transitoire. Il lui ouvre grand les portes, on le relâche comme ça, il est libre. Et exactement 50 jours plus tard, il commet son premier meurtre à Beaurepaire. Et voilà notre homme sur les routes. C'est devenu un vagabond au visage asymétrique.
l'œil droit pleurard et fixe à cause de sa paralysie. Il porte une grande blouse, un chapeau de feutre gris et parfois même un étrange bonnet en fourrure blanche. Et pour ne pas éveiller les soupçons, tenez-vous bien, il joue de l'accordéon sur les places des villages en échange de quelques pièces, quelques sous. Mais derrière cette façade de pauvre mendiant, c'est en réalité un prédateur redoutable. Mais attention, là on n'est pas sur un tueur calculateur. Il ne prémédite pas longtemps à l'avance ses crimes. Dans les faits, il marche au hasard, guidé par le vent, guidé par le soleil, et dès qu'il aperçoit un enfant isolé qui garde un troupeau, une pulsion s'empare de lui. Il appelle ça lui-même sa rage. Il va avoir le meurtre d'une jeune bergère de 14 ans en Haute-Loire en octobre 1896. Terrifiant. Coupé jusqu'à la colonne vertébrale, le corps caché dans un fourré de pain et de gelée, ou encore le crime sur un jeune garçon de 14 ans en pleine montagne en Ardèche. Et à chaque fois, c'est le même rituel. Vacher dépouille sa victime, déchire ses vêtements et la frappe à coups de pied. Et ensuite, il s'évanouit dans la nature. Il lave son couteau et ses mains, évidemment couvertes de sang, dans le premier ruisseau venu. Il quitte les chemins battus pour être plus discret et il va traverser les champs pour ne croiser absolument personne. En fait, c'est un fantôme. Un fantôme qui laisse derrière lui des familles détruites, comme ce père d'une des victimes qui a fini par mourir de chagrin sur la tombe de son fils. Et pendant ce temps-là, vous allez voir que ce ne sont pas les coupables qu'on arrête. Parce que oui, les gendarmes locaux sont totalement dépassés. Ils n'ont aucun moyen de communiquer rapidement d'un département à l'autre. Les services de police, à l'époque, n'étaient absolument pas centralisés. C'était donc finalement assez facile de passer entre les mailles du filet en changeant régulièrement de terrain de chasse, donc en allant de département en département. Ce que faisait Vacher. Alors que se passe-t-il quand on trouve un de ces corps mutilés? Eh bien, la vindicte populaire va s'abattre sur le premier marginal du coin, ou alors sur un voisin avec qui on a eu un différend. Et là, accrochez-vous, pour presque chaque meurtre de Vacher, un innocent a été accusé, parfois arrêté, incarcéré, ou même jeté en pâture à la foule. Prenez par exemple Bernardin Bagnier, en Ardèche, un pauvre homme persécuté par les villageois qui menaçaient de raser sa maison. Ou alors Eugène Grenier, en Côte d'Or. Lui, il a été innocenté par la justice, mais il a été forcé de vendre tous ses biens et de fuir son propre village sous les menaces de mort du père de la victime du coin. Une vraie chasse aux sorcières. Et pendant qu'on lynche des innocents, Vacher, lui, il dort à la belle étoile. Il continue de tuer de département en département. Mais un jour, la chance va tourner. À Belley, dans l'Ain, un juge d'instruction nommé Émile Fourquet hérite du dossier du meurtre d'un jeune berger de 16 ans. Et Fourquet, c'est un méthodique. Il tique sur les mutilations qu'ont subies la victime. Et il a une intuition. Ce meurtre, pour lui, il n'est pas unique. Alors il va faire une chose rarissime pour l'époque. Il écrit à tous les parquets de la région pour demander s'il n'aurait pas eu, par hasard, des affaires similaires classées. Et là, les dossiers commencent à s'empiler sur son bureau. Bingo! Fourquet dresse un grand tableau, date, lieu, blessure, âge des victimes. Mes amis, ce que vous regardez là, c'est tout simplement la naissance du profilage criminel en France. Sauf que l'enquête piétine. Et le pire, c'est pourquoi elle piétine. Vacher a une mémoire d'éléphant, un sens de l'orientation inouï et une chance absolument glaçante. Jugez plutôt. Un jour, dans la Sarthe, il tente d'agresser une petite fille de 11 ans. Un garde accourt, Vacher le frappe et prend la fuite. Un gendarme à vélo qui passe par là le rattrape. Et là, vous y croyez? Vacher sort tranquillement
son livret militaire de sous-officier avec ses excellentes notes de l'armée. Le gendarme, impressionné par ce collègue, s'excuse, le salue et le laisse repartir. Mais Vacher a aussi tout compris du système. Il se fait arrêter volontairement pour vagabondage, histoire de passer l'hiver au chaud en prison. Et quand il ressort, il tue un jeune vagabond de 14 ans à Tassin-la-Demi-Lune et jette son corps au fond d'un vieux puits abandonné. Personne ne le cherche, personne ne s'en soucie. Pire encore, Vacher se met à envoyer des lettres au magistrat qu'il signera toujours de sa devise totalement délirante: Dieu, droit, devoir. Il se prend carrément pour l'envoyé de Dieu, un justicier, et il se compare à Jeanne d'Arc. Pendant ce temps, Fourquet, le juge de Belley, lui, il en dort plus. Il fait imprimer 250 commissions rogatoires décrivant précisément l'assassin. Taille moyenne, barbe rare, paralysie faciale, œil sanglant et sans cils. Et il en arrose tout le sud-est. Et il attend que le monstre commette enfin une erreur. Nous sommes le 4 août 1897, à Champy, un tout petit village de l'Ardèche. Il fait une chaleur écrasante. Vacher rôde dans un bois de pin et il repère une jeune femme, Madame Plantier, 26 ans. Il bondit, lui passe la ceinture autour du cou, le même rituel que d'habitude, sauf que cette fois, la victime se débat avec une force incroyable et elle hurle et ça va faire toute la différence. Son mari, il est pas loin, il est là, il est en train de couper du bois à 300 mètres à peine de là et il entend ses cris. Il se précipite et par chance, il est pas seul. Il était en train de couper du bois avec 2 voisins. Au terme d'une lutte acharnée, ils réussissent à eux 3 à maîtriser l'éventreur. De là, évidemment, Vacher est dans tous ses états. Il fulmine, il crache des insultes anarchistes. On le conduit en prison à Tournon, où il est condamné à 3 mois de prison pour agression. Banal en apparence. Mais voilà que le magistrat de Tournon reçoit le signalement diffusé par le juge Fourquet. L'œil tombant, la cicatrice, la moue tordue. Et ça correspond trait pour trait. Il tilte. C'est lui, c'est sûr. Vacher est immédiatement transféré à Belley. Au début, bien évidemment, il nie tout en bloc. Mais Fourquet, il est rusé. Il a bien compris une chose. Vacher, il est pétri d'orgueil, d'une vanité morbide. Il a besoin de ses aveux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le flatte. Il lui promet de publier ses confessions dans le grand journal parisien, le Petit Journal, s'il dit la vérité. Et là, devant un magistrat qui ne le juge pas, mais qui l'écoute, Vacher craque. Il avoue. Mais il avoue pas un meurtre, pas 2, mais 11 meurtres. 11! L'éventreur est enfin démasqué. Octobre 1898, l'effervescence est à son comble aux assises de Bourg-en-Bresse. Pour des raisons de procédure, Vacher n'est jugé que pour un seul crime, celui du jeune berger de l'Ain, mais l'ombre des dizaines d'autres plane sur toute l'audience. Et sa stratégie à lui, jouer le fou, il est possédé. Il va se pointer au tribunal avec une grande toque de fourrure blanche sur la tête. Il hurle que c'est le chien enragé de son enfance qui a empoisonné son sang. Vous vous souvenez du chien? Que c'est sa maladie qui le poussait et que le vrai coupable, les vrais coupables, ce sont les médecins de l'asile qui l'ont relâché. Oh, si on m'avait écouté à l'asile, tout ça, ça serait jamais arrivé. Bah voyons. C'est là qu'interviennent les experts psychiatres, dont le célèbre professeur Alexandre Lacassagne de Lyon. Et après des mois d'observation, le couperet tombe. Vacher n'est pas fou, pas médicalement du moins, non. C'est un simulateur intelligent, un sadique, assoiffé de sang, doué d'une insensibilité morale effrayante, qui,
organisait ses fuites avec une minutie de stratège. Un tueur en série froid et parfaitement conscient. Le jury délibère et le verdict est sans appel. La mort. Le 31 décembre 1898, au petit matin, Joseph Vacher refuse de marcher. Il hurle à l'injustice et on doit le traîner de force jusqu'à la guillotine. Et la lame tombe. On enverra quand même son cerveau aux scientifiques de Paris. Et savez-vous ce qu'ils y trouveront? Rien. Absolument rien. Aucune anomalie. Rien qui puisse justifier l'horreur de ces actes. L'affaire Joseph Vacher a profondément traumatisé la France. C'est le premier grand cas de serial killer médiatisé chez nous, bien avant Landru. Mais c'est aussi la victoire d'un homme, le juge Fourquet, précurseur de l'analyse comportementale, celui qui a su voir l'homme derrière la série de carnage. Et le plus glaçant dans tout ça, eh bien, on estime aujourd'hui que Vacher n'aurait pas fait 11, mais jusqu'à 50 victimes. La plupart oubliées à jamais. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que de tels monstres naissent comme ça? Ou que finalement, c'est la société qui a raté tous les signaux d'alarme quand il était encore temps? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à Matricule 812. C'est Amélie et on se retrouve très très vite pour une nouvelle enquête dans les archives noires de la justice française. Prenez soin de vous.